Hockey, saison 3, épisode 2. On calcule. Épisode 102 si on compte depuis le début. Je sais pas, on va se rendre à combien de saisons, puis si on va faire un film en bout de ligne. Six Seasons in the Movies au moins. Le film 5 Years Later, là, un peu décaliste. Là, comme... Ouais, on l'est déjà un peu, déjà. Là. François Côté, Stéphane Morneau et le retour triomphant de Mathieu Poulain de Chachou. Oui, non seulement le retour, j'ai mis de la moutarde sur mes crottons matin, ça va être une bonne journée. Oh, tabois. Excusez, pardon, c'est le printemps. C'est le printemps, certain. Les commentaires des gens sur ton remplaçant ont été assez polarisants. Je dirais que 49% des gens étaient comme non, on s'ennuie de Mathieu. Un autre 49% des gens disaient comme ah non, on aime bien. J'ai un blanc. Bourrasque a fait un excellent travail. Il a mis la barre haute quand même. Puis le reste, là, la marge de manœuvre, là, ben, c'est les capitaines Killjoy comme ma blonde qui font comme vous pourriez vous faire poursuivre pour ça. Vous n'avez pas les droits de mettre cette flash-là. J'étais comme. Ben, qui nous poursuivre? Bring it on, Disney. Qu'est-ce que je fais? On est rendu là. Hein? On s'attaque aux grosses corporations, puis il n'y a plus rien qui nous fait peur. Ça va mettre Yoda la semaine d'après. Mais je vais m'arranger pour juste être toujours présent. Comme ça va régler le problème d'entrée de jeu. Le message qu'on voulait t'envoyer, c'est que marche drette. Parce qu'il y en a des remplaçants qui attendent juste ça pour te remplacer. On va me garder le dos drette aussi. OK, ben, je suis prêt. On a eu une petite semaine dans le monde de la lutte. La principale chose qui est arrivée mardi à SmackDown, la semaine dernière, pendant ton absence, Mathieu, parce que on va mentionner au moins une quinzaine de fois que j'étais absent la semaine dernière. Je l'ai mérité, c'est bon. Pendant ton absence, j'avais discuté justement du face turn de KO. C'était comme, OK, je trouvais ça efficace. Ça montrait qu'il avait été un grand heel du fait qu'on avait toujours l'impression qu'il était sur le bord de retourner. Il y avait juste Stéphane qui hatait, comme d'habitude, qui disait que ça ne marchait pas pour lui. Mais moi, j'étais de ton bord. J'avais-tu raison ou j'avais pas raison? Puis là, ben, effectivement, ça a pris pas plus qu'une semaine de plus pour que KO se revire de bord, attaque Kofi, puis devienne le mal incarné. Ah oui, le prize fighter est de retour. Ouais, ben, c'est ça, hein, c'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup de temps à le voir dans son retour à la méchanceté, mais on avait l'impression que c'était sa gimmick originale, là, comme des premiers jours de NXT, premiers jours à WWE aussi, qu'il laissait de côté l'aspect un peu méchant, funny qu'il y a eu dans sa run avec Chris Jericho, puis qui a fait en sorte que certains ont arrêté de le prendre au sérieux. On s'entend que oui, il a été champion universel, mais il n'y a pas eu une run particulièrement dominante parce qu'il gagnait toujours avec des manigances, puis il avait perdu son côté intimidant. Là, par contre, on l'a retrouvé. Puis je pense que Xavier Woods est un des bons gars pour sceller justement sa méchanceté. C'était bien que ce soit lui qui prenne le apron powerbomb. Et là, ben, ça m'a réexcité pour les prochaines semaines. Là, je pense que justement dans l'écosystème actuel de SmackDown post-shake-up, c'est probablement celui qui est destiné à être le principal méchant de SmackDown. Sans ce heel turn-là, on dirait qu'il y avait un vide du côté. C'était quasiment tous des gentils. Ben, le vide est créé par l'absence de Daniel Bryan. Le plan original était un rematch pour Money in the Bank entre Daniel Bryan et Kofi Kingston. Là, Bryan est blessé. On sait, on continue de garder ça là, très proche de sa veste à la WWE. On s'est très caché. On n'a pas plus de détails. Donc, je pense que c'est un turn qui a été rendu nécessaire par l'absence de Daniel Bryan. Ouais, puis tu vois qu'il l'avait déjà en tête depuis le début parce que c'était bien fait. Il avait implanté des petits trucs du genre je suis retourné à ce qui était important, puis à la source. Puis le prize fighter de Kevin Owens a jamais été juste un méchant sans conviction. Il a toujours dit je fais ça pour mes enfants, je fais ça pour avoir du cash, pour lui donner une belle vie. Fait que c'était un méchant avec une famille. Fait que tu le ramènes gentil avec des images de Disney World avec ses enfants. Ça concorde. Mais dès qu'il reflippe méchant, tu fais comme ben oui, c'est ça qu'il nous disait tout le long. Donc c'est bien fait. Je pense qu'ils l'ont probablement juste devancé, comme vous disiez, à cause de l'absence de Bryan, à cause du shake-up. Probablement qu'il y avait quelques semaines de construction de prévu. Puis là, comme, on a besoin d'un aspirant, Biggie est blessé, c'est peut-être le bon temps justement pour envoyer plein d'épreuves au New Day, voir comment ils vont réagir. Puis à date, sans dire que c'est un coup de circuit, moi, je suis là. Pour Kofi, ça fait un vrai aspirant. Donc, tout de suite, tu mets son règne en péril. Là. Ce ne sera pas une ride facile pour Kofi Kingston qui va déjà être
quasiment défavorisé, parce que là, avec Xavier va vendre, probablement qu'il est très amoché avec le Apron Powerbomb. Fait que là, Kevin va être très evil, va les attaquer par en arrière ou peu importe. Donc, tout de suite, tu te retrouves avec un gentil en péril, puis je pense que Kevin va être bon là-dedans. Mais ça, peut-être même qu'en fait, Xavier Woods ne sera pas à la télé pendant les 2-3 prochaines semaines, puis ça ferait en sorte que, pour une des premières fois depuis très longtemps, on aurait Kofi Kingston en solo, puis bon, en tant que champion, il devrait être capable, justement, de se tenir par lui-même, de ne pas avoir besoin d'être entouré par son crew. Donc, je pense qu'il y a le potentiel à faire une très bonne histoire avec ce qu'on a commencé cette semaine, surtout dans la mesure où, je sais pas à quel point ils vont aller dans cette direction-là, mais dans quelques entrevues, je sais pas si c'était juste au Québec, là, mais Kevin Owens laissait entendre, c'était comme un peu du domaine public que c'était censé être la place de Kevin Owens à WrestleMania et qu'il s'est fait comme damer le pion par Kofi Kingston. Et bon, on sait que la WWE aime ça souvent brouiller la limite entre la réalité et la fiction. Puis je pense que le potentiel serait là pour aller de ce côté-là, puis que la motivation de Kevin Owens, ce soit c'est moi qui étais censé avoir le gros match à WrestleMania, tu m'as volé ma place, tu vas le payer, mon gros cave, et lutte s'ensuit. Je pense que oui. Surtout que tu peux donner du matériel à Kevin qui va comme développer en promo, contrairement à plusieurs. J'ai encore peur qu'il tombe dans le même pattern de faire des matchs par équipe à 6 avec les Rusev et Nakamura de ce monde, puis que là, ça devienne juste du remplissage. Mais regarde, là, ça fait une semaine qu'ils l'ont fait. On est post-check-up. Là, techniquement, la poussière retombe, puis on s'enligne pour Money in the Bank qui est dans 3 semaines. Ouais, 19 mai. Donc là, on a une route plus claire. KO est dans un rôle proéminent. C'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Puis SmackDown est toujours le show des deux le plus plaisant à regarder. Donc ça nous rajoute une petite couche de plus, là, même sans Daniel Bryan, qu'on espère encore que ça va revenir mieux pour lui. Moi, il y a un lien que je veux faire avec la situation à Raw autour de la ceinture universelle. Là, AJ Styles a été établi comme le premier aspirant officiel là, pour affronter Seth Rollins pour le titre universel. Est-ce que autant dans cette situation-là que dans la situation de KO, c'est pas trop tôt? C'est que là, les premiers aspirants, tu t'attends pas à ce que un nouveau champion perde sa ceinture après 30 jours. Non. Généralement, c'est rare dans la WWE moderne. Puis là, est-ce qu'on gaspille pas deux excellents challengers des deux côtés en les gaspillant, en leur faisant... C'est ces deux gars qu'on pourrait voir avec les deux ceintures de chaque côté. Oui, puis ça s'appelle... Ils ont pris le bouton de panique. À Raw, là, les codes d'écoute ont chuté drastiquement. Les deux Raw d'après WrestleMania, avec le shake-up, les codes d'écoute ont continué de descendre. Donc là, c'est une tentative de faut donner quelque chose que les gens veulent voir. Là, ils l'ont tenté cette semaine avec un main event, AJ Styles, Baron Corbin. Les codes d'écoute ont encore une fois vraiment chuté à presque 2 de ratings aux États-Unis. C'est catastrophique pour la WWE. Là. On moyennait 3,5 à pareille date l'année passée. On est rendu à 2. Donc, c'est plusieurs millions de personnes qui sont plus devant leur écran. Puis ça, pour eux autres, c'est comme... Ça va se rendre aux actionnaires. C'est là que ça va commencer à avoir un impact concret. Donc, est-ce que c'est gaspillé? Probablement. Puis, on a le plan de l'année passée où on a eu 4 mois de Nakamura Styles qui a donné absolument rien. Alors que sur papier, on était comme « Oh! Ça va être le fun, on va avoir une belle rivalité. » Puis finalement, à la fin de l'été, on était juste comme « Sortez Nakamura de là, on n'est plus capable. » J'ai peur qu'un des deux, le Styles ou KO, se retrouve dans cette chaise-là. Puis j'ai peur que ce soit KO. Tu vois, moi, quand on regarde ces deux match-ups-là, j'ai l'impression que AJ Styles réussira pas à avoir le dessus sur Seth Rollins. J'ai l'impression que le prochain champion universel après Rollins, ça devrait être Drew McIntyre. Tandis que du côté de SmackDown, j'ai l'impression que les chances de KO sont meilleures pour ravir le championnat à Kofi Kingston. Peut-être pas dès Money in the Bank. Je vois ça comme le début d'une rivalité. Ça va sûrement s'étirer sur peut-être trois pay-per-view qui pourraient culminer peut-être genre à SummerSlam, par exemple. Mais j'ai l'impression que KO aurait plus la capacité de porter le brand SmackDown sur ses épaules que Kofi Kingston. T'sais, même avant WrestleMania, quand on prévoyait, on se demandait est-ce que Kofi Kingston véritablement risque de remporter ce championnat-là. On se disait peut-être pour avoir le moment à WrestleMania, mais on avait de la difficulté à imaginer un long règne après et je reste fidèle à cette idée-là. Je pense que c'est un champion de transition.
quand même triste. Ben, parce qu'en même temps, une victoire straight up tout de suite en fin de semaine, dans 2 semaines à Money in the Bank, serait probablement le meilleur scénario parce que Ça donnerait du heat. ça donnerait énormément de Ben heat. Là, en plus, il va affronter un New Day amoché. C'est-à-dire que là, Biggie n'est pas là. Là, il a déjà fait l'apron powerbomb à Xavier Woods. Surtout que Biggie, c'est comme les muscles de l'équipe. ça. Donc, ils perdent leur côté intimidant physiquement. Il y a une situation là qui pourrait être payante, quitte après ça à rebuilder New Day Puis comme tu peux faire étant un des face underdog. Puis, donner le titre à un autre gars du New Day. Ils vont juste tous se passer la belt. Le Biggie revient, gagne la belt. Je sais pas où ils s'en vont honnêtement avec ça, mais on peut regarder aussi l'avenir, disons, de WWE, puis c'est Kevin qui a le meilleur contrat, le meilleur. Ils ont misé sur Kevin Owens. C'est pas juste un pion. Donc, probablement qu'ils ne voudront pas lui nuire non plus avec cette rivalité-là. Puis, comme tu disais tantôt, Mathieu, il n'y a pas d'autres méchants à SmackDown. Donc, tu as besoin de solidifier le sommet. Mais non, ça compte pas, ça. C'est comme, ils vont pas donner un title shot à Rusev nowhere. À chaque fois qu'il donne une chance, il passe 3 mois à l'enterrer après pour être sûr qu'on a oublié que c'était le fun, Rusev. Puis à un moment donné, il va repogner du heat pendant l'été parce qu'il va trouver quelque chose, genre une nouvelle coupe de cheveux pour nous ravir. Là. Puis on va tout triper dessus. Il va faire, les fans aiment Rusev. Attendez un peu, on ressort l'appel. Oui, les fans aiment Rusev. Les fans aiment Rusev no matter what. Les fans et les femmes. Tout le monde aime Rusev. Parce que quel homme, premièrement. Puis deux, tout ce qu'il fait, ça marche, puis le monde réagit. C'est juste que eux autres, ils le voyaient pas. C'est fascinant. T'en as glissé un mot, puis là, je pense qu'il faut qu'on adresse la question. Baron Corbin, est-ce que c'est un des meilleurs heels de l'histoire ou c'est X-Pac 2.0? C'est un peu des deux. La situation est intéressante parce que là, il se fait huer comme aucun autre acte dans la WWE. Là. Mais est-ce que c'est des huées positives, entre guillemets? Est-ce que c'est du on t'a eu parce qu'on est plus... Parce que les codes d'écoute baissent. Donc, le monde ne veut pas le voir. On veut pas le voir, mais en même temps, il y a de la réaction. T'sais. Plus que Drew McIntyre, qui devrait être le principal méchant. On dirait que les gens détestent le personnage de Baron Corbin, mais on dirait qu'ils détestent le spot en même temps. Puis il est pas mauvais, il est pas bon, il est correct. Il fait bien sa job, il s'est amélioré, il a pris des gros pas depuis qu'il a commencé. Donc, c'est à son honneur. Mais le point avec X-Pac est bon parce que le X-Pac Heat, pour ceux qui ne le savent pas, là, pour les plus jeunes ou ceux qui n'écoutaient pas la lutte fin 90-2000, c'est qu'un X-Pac qui a été avec la DX, qui a été avec la NWO, qui était un peu partout, à un moment donné, il est juste devenu cette espèce de personnage-là que c'était plus une gimmick, il n'y avait pas vraiment d'histoire, il était juste présent, puis il faisait des signes de doigts, il était comme un peu cheerleader, un peu là pour perdre, puis les gens ont juste, à chaque fois qu'ils voyaient X-Pac, ils étaient comme « Ah non, pas encore ». Fait que là, la réaction était tout le temps de « On va le huer vraiment, vraiment fort pour qu'ils comprennent qu'on veut plus rien savoir ». Donc, mais quand tu hues un lutteur vraiment, vraiment fort, parce que ça dit au promoteur, il pogne, il y a une réaction. Fait qu'il continuait de nous envoyer X-Pac. Puis là, Baron Corbin se retrouve un peu dans cette situation-là. Il est dans le main event de Raw. Il a battu Kurt Angle dans son farewell match. Il y a des beaux spots. Il y a des spots de micro à Raw. Il y a tout le temps un entourage pseudo-clan depuis 6 mois. Donc, il est à peu près le plus gros méchant de Raw Steady depuis la fin de l'été, mais les gens continuent à trouver ça plate, mais continuent à le huer très fort. Fait que c'est comme une espèce de paradoxe dans lequel on est prisonnier de si vous voulez plus le voir, taisez-vous. Mais de l'autre côté, il fait bien son travail. Il est haïssable au possible. C'est un méchant qui peut perdre. Contrairement à Drew McIntyre, que si tu le fais trop perdre, il va perdre son aura de Irish psychopathe, puis tu vas comme faire, man, il perd tout le temps. Tandis que Corbin, c'est le genre de méchant que tu pourrais vider une toilette chimique dessus une semaine, tu pourrais y faire des cabotineries l'autre d'après, tu peux le faire perdre clean contre n'importe qui, il va se relever puis être quand même super hué la semaine d'après. Donc, c'est précieux, puis à la fois, c'est gossant. Donc, j'ai tendance à dire que c'est une bonne chose, malgré tout, parce qu'il est le moteur de quelque chose. Positif ou négatif, là, il fait avancer quelque chose. Ouais, moi, j'ai pas l'impression... J'ai pas l'impression qu'il a encore mérité la position où il est présentement dans l'organigramme, mais
sais, je voyais des gens là, avec des pancartes, là, on t'a eu pas à cause de ton heel work efficace, on t'a eu parce que t'es pas bon, mais je pense qu'il y a quand même du heel work efficace du côté de Baron Corbin. Je pense que c'est un gars qui travaille fort dès le début. Là, je me souviens, il y avait la série Breaking Ground qui était une espèce de télé-réalité sur NXT. Puis ce qui sortait beaucoup, c'était Triple H faisait des entrevues, puis il disait il y a du monde comme genre des gens qui ont des gènes naturels de lutteurs, mais qui se forcent pas, ça marchera jamais. Puis t'as d'autres gens comme Baron Corbin qui vient d'un background complètement différent. Il vient du football professionnel, mais il a comme tellement de drive, il est tellement motivé, il travaille tellement fort qu'en bout de ligne, des bonnes choses vont y arriver. Puis je pense que ça paraît quand même qu'il travaille fort. Puis non, j'ai toujours eu espoir en ce gars-là. Je pense qu'il est dans sa courbe de progression. C'est juste que, c'est McIntyre qui devrait être à sa place présentement, mais ça marche pas autant. Quoique, en même temps, si on ne fait pas gagner McIntyre ce lundi pour lui faire affronter déjà Seth Rollins, c'est parce qu'on veut le protéger un petit peu. On n'est pas prêt à faire dropper la ceinture à Seth Rollins. Ça va être plus tard pendant l'année. Donc, je pense que McIntyre va juste comme rester un petit peu en arrière, va être protégé. Baron Corbin va prendre le heat, puis éventuellement, ça va changer. Après Brock, là, après les règnes de terreur de Brock, là, pour vrai, là, moi, je sais que c'est des affaires qu'on ne souhaite pas généralement des ceintures principales. Mais moi, je prendrais un espèce de 6 mois de chaos, là, où que la belle change, puis se promène, puis... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis ça pourrait tomber dans les mains, justement, d'un Drew ou même d'un Baron pour un mois ou deux, juste pour vraiment, là, tu y rajoutes du street cred. Il est ancien Money in the Bank, ancien champion du monde, ancien Gold Glove. Puis on est en 2019, là. Dans 5 ans, Baron Corbin, ça se peut qu'il soit dans le même spot que The Miz présentement. Ouais, tu penses? De Miz, le reculé de 8 ans, on voulait le pendre tellement qu'on le haïssait. Il n'y avait pas d'affaire là. Il venait de la télé-réalité. Il luttait safe, fait qu'il n'était pas spectaculaire. Les gars dans le locker room, t'es comme, tu viens pas de la lutte indie, t'as pas fait tes classes, t'as pas d'affaires ici. Il a tout entendu, puis c'est vrai qu'on ne l'aimait pas, de Miz. Il a continué à travailler, il a continué d'être là, il se blessait pas, fait qu'il était là 300 jours par année, c'était Puis là, on est rendu là avec The Miz. Je dis pas que Baron Corbin a le même skill set, mais Baron Corbin a une progression comme steady. Il travaille en fou, puis il fait tout. Il paraît mal, il paraît bien, il accepte tout ce qui se fait envoyer, puis ça, tu te fais classer comme un trooper dans ce temps-là, du côté des dirigeants. Puis c'est pas dit que sans être le prochain John Cena avec 15 règnes de champion, il va pas avoir une carrière de 10-12 ans, steady, toujours dans le cœur du spectacle. Puis on va regarder sa carrière et faire comme hey, Baron Corbin, il était là un méchant bout. Puis il a comme fait partie de mon paysage de lutte pendant vraiment longtemps parce qu'il a travaillé comme un déchaîné. Il y a le respect de la compagnie, il n'y a pas encore le respect du public, mais ça va venir. Ça peut venir. Donc, ça pourrait être le prochain Miz. J'ai une prédiction audacieuse à faire. C'est là qu'on s'en va avec Baron. Il faut qu'il lâche la chemise à un moment donné. Mais là, pour l'instant, ça marche encore. Là. Il peut revenir à un saut de lutteur quand il veut. Je suis un peu tanné de la chemise. Pas tout le monde qui peut sortir les bons habits même puis les poléoffs. Mais tu vois, c'est con, mais j'ai l'impression que son ring gear, ça contribue à lui donner du hit. Les gens sont comme fâchés qu'il lutte habillé de même. Il a l'air d'un stooge. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, ça. Ça a été le shake-up il y a 2 semaines, mais finalement, pas tant. Parce qu'il y a plein d'affaires qui ont décidé de rechanger. Bon, Joe s'est finalement pointé à Raw avec la ceinture US. Ça, on le savait, c'était supposé se passer à Montréal, mais il avait été malade. Sauf que là, on ramène Andrade à SmackDown. Pour 2 raisons qu'on entend, que Fox trouvait qu'il avait perdu tous ses potentiels stars hispanophones, hispaniques. Hispanique? Oui, hispanophone? Je sais pas. J'essaierai quelque chose, mais je sais pas. Exactement. Puis que c'est un marché qu'eux veulent essayer d'atteindre avec le nouveau show en octobre. Donc, on en ramène un avec Mysterio qui a été shippé à Raw. Et ça permet à Andrade de venir rejoindre sa conjointe Charlotte. Ouais, check the ring, baby. Charlotte a un beau petit anneau au doigt maintenant. C'est ce que ça prend. Puis là, avec Andrade vient Zelina. Avec Zelina vient Aleister Black, parce que lui aussi a mis un anneau. Ils sont mariés, si vous ne le saviez pas. Maintenant, vous le savez. Fait que là, moi, honnêtement, au final, je suis pour, parce que ça nous permet de séparer Ricochet et Aleister Black et espérer que les deux, on va être capable de leur donner un push
en solo. Il était bon en équipe, mais c'est des lutteurs solo. Puis là, Black a déjà eu sa vignette à SmackDown. Vignette, ouais. On le réaligne un peu. Peut-être qu'on va le pousser des plus méchants, ombragés. Tu sais, là, c'était des matchs par équipe où il parlait pas. Fait que forcément, il était un peu gentil parce que les deux sont spectaculaires. Avec Ricochet, qui a une espèce de bright light qui est juste comme la bonté incarnée. Ricochet, on dirait que ça fait 15 ans qu'il est là. Ah oui. Il rentre, il aspire tout le spotlight, les regards. C'est comme, il commence, là, il vient d'arriver à WWE. Puis on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est un naturel. Puis en parenthèse, Ricochet, je pense qu'ils vont commencer à le faire perdre un peu, justement, pour le construire. C'est ça, il en a perdu une. Je pense qu'on n'a pas fini de le voir perdre parce qu'il est juste trop hot. Puis tu sais pas où le garrocher pour l'instant. Fait qu'il faut peut-être que tu le coules un peu pour pouvoir le remonter plus tard. C'est peut-être pour le couler qu'ils ont commencé à abuser dans les effets sonores dans sa toune d'entrée. Le petit bruit de Ricochet au début. Puis là, ils en ont rajouté un deuxième cette semaine. C'est comme, mais voyons donc, c'est ridicule. Mais le parenthèse, je pense pas qu'on avait prévu en parler aujourd'hui, mais contre qui a perdu cette semaine? Contre Robert Roode avec la moustache. Avec la moustache de Pornstar. Il était cœur. C'est vraiment en claquant des doigts. Le petit cousin de Rick Rude. C'est ça, en claquant des doigts, il a comme il a réinitialisé sa gimmick. Puis tu sais, Bobby Roode, anciennement Bobby Roode, à NXT, il était efficace quand il était l'espèce de méchant un peu arrogant. Quand ils l'ont monté à WWE, il était gentil. Donc là, il est devenu très blême. Il n'y avait aucun intérêt. Et là, c'est ce que ça lui prenait. Donc moi, j'étais content. Parce que là, avec la moustache, la robe est déjà toute là. La gimmick de Joey Ryan sur les Indies est déjà toute prête à être volée par la WWE. Parlant de Joey Ryan, ça a l'air qu'ils l'ont suité pour la NXT. Il y a des rumeurs qui commencent à sortir qui aimeraient ramener Joey Ryan à NXT alors que, si vous connaissez pas Joey Ryan, il est très populaire sur la scène indépendante, mais sa personnalité tourne autour de se faire pogner le pénis en public. Donc vous avez sûrement vu le fameux vidéo de 5-6 lutteurs en train de se pogner le paquet. Puis là, finalement, quand lui, il fait un move de bassin, ça part de son pénis. Puis là, tout le monde flippe. Puis tu sais, c'est le genre de gars, Joey Ryan, récemment, avant un événement ou une séance de signature d'autographe, je pense. Parce que là, c'était une séance d'autographe parce que c'était faites-vous prendre en photo avec le pénis de Joey Ryan. En le prenant dans vos mains, comme en touchant son pénis. Oui, je fais ça. La veille, je pense, il a dit je pensais pas que j'aurais réellement à écrire ça, mais by the way, vous ne toucherez pas à mon réel pénis. Là, tout ça est une espèce de grosse rembourrure. Là. Fait que, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que... C'est ce genre de personnage-là, Joey Ryan, qui a fait faire un backflip tout nu à Sexy Eddie de Montréal lors de leur gala de WrestleMania. J'ai pas vu le combat, j'ai juste vu les extraits, mais ça s'est ramassé avec Sexy Eddie sur le troisième câble, à poil, qui se cache le Jean-Guy, puis qui fait un backflip. C'est comme... c'est de la lutte. C'est de la lutte. J'ai pas besoin d'autre chose pour être diverti. Avec ça, c'est Joey Ryan. Parce que faire un backflip en tenant 5 livres de paquet, spongieux, c'est pas évident. Parce que nous autres, on est le petit paquet, là, mais Sexy Eddie, c'est comme le paquet original. Lui, c'est le paquet fondateur. Le Uber paquet. The real thing. Je sais pas comment enchaîner. Aleister Black. C'est parenthèse. Les moves de Shake-Up à SmackDown. Sont-tu toutes finies, les parenthèses? Je pense que oui, là. On peut revenir à SmackDown puis Aleister Black. Move de. Bon, on avait fait le tour. Y a-tu d'autres Rush-Shake-Up qui sont arrivés? Là? Il y a Jinder qui est arrivé. A shifté. Ouais, c'est son split de bar. Je n'ai pas vu. Mais de bar est splitté, ça a l'air que Sheamus est blessé. On a shippé Cesaro à Raw. Mais tu vois que c'est prémédité, il y a encore la musique de The Bar, fait que c'est comme un peu lousse. Mais s'il pourrait enfin faire de quoi avec Cesaro, je serais pas mécontent. Chad Gable a été shippé à SmackDown justement pour splitter l'équipe. Ça serait le moment de revirer Cesaro gentil, je pense. Il l'est déjà un peu. The Bar était heel, mais Cesaro est super over. Le swing a toujours pogné. Puis là, c'est comme une gimmick safe ou un peu cartoon avec The Bar. Donc, il n'y a pas grand-chose à changer. Il faut juste qu'il trouve la formule. Cesaro, il a toujours été bon. Ça commence à faire longtemps qu'il est là. Sa scène indépendante, on s'en souvient plus. Là. Cesaro s'est rendu un pilier WWE. C'est ça. Il y a eu des petits règnes de championnat mineur, des règnes de championnat par équipe. C'est peut-être le temps d'essayer quelque chose avec lui, mais... Moi, avec... Non, il y a des gars... Moi aussi, j'aime Cesaro, mais je pense que après un certain nombre d'années, tu es capable d'établir réellement le plafond puis le plancher de quelqu'un. Ouais, non, ça, c'est sûr. Quand quelqu'un commence, là, comme présentement, Ricochet, c'est large comme ça. Là. Il pourrait... À cause de sa taille, rien faire parce qu'eux autres, ils décident
qu'il n'y a pas la shape et qu'il est trop petit, comme il pourrait être The Rock 2.0 si on décide de le laisser aller à 100% et d'être vraiment derrière lui. Puis le range sur Cesaro, il est rendu là. Le Cesaro, il ne sera pas... C'est pas plus qu'un mid-card. C'est un champion intercontinental, peut-être. La limite est là. À chaque fois où on l'a fait, ça fonctionne pas. Il n'est pas assez bon au micro. Il n'y a pas assez de charisme naturel. Je l'adore dans un ring. Il est bon. Mais il n'y a pas le hit factor qui va lui permettre d'aller plus haut que ça. Mais il est de bar. C'est lui la barre. Ben, puis maintenant. Non, mais c'est une moitié de barre. Il est en force dans un groupe. Ils vont peut-être le greffer à quelqu'un éventuellement. Mais là, au moins, il change d'air. Peut-être changer de rôle un peu. Moi, je ne dirais pas qu'il arrête de faire de barre. J'ai toujours vu ça niaiseux. Tu sais, les pouces, là, puis... On sait ce qu'on est prêt, là. La League of Nations 2.0. Moi, j'ai ramené Del Rio. La League of Nations. Hey, ben là, Drew est Irish, Cesaro est Suisse, Corbin est américain. Là, ça me prendrait juste un autre, j'allais dire race, faut pas que je dise ça. J'allais dire une autre nationalité. Là, ben, Mysterio, il est pas méchant. Mais tu sais, il y en a à Raw, il faut juste qu'il y ait un des luchadors, là, peu importe lequel, le Grand Métallique, mettons. C'est plate que Jinder soit parti justement à SmackDown, sinon il aurait été la personne toute désignée. J'ai même pas remarqué que Jinder était parti à SmackDown. Il est même pas sur mon radar. Comme, ton cerveau blank quand il arrive. Oui, c'est comme Jinder, puis les deux signes sont revenus, puis je le savais même pas. C'est comme, coudonc, il est plus blessé. Bon, c'est l'heure. C'est l'heure, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On sort les jouets? Le Bray Wyatt Firefly Funhouse. Oh, oui. Fait que, tu sais, quand j'ai aucune manière pour vous lancer. Il y a pas d'intro, hein? Quand tu l'as partagé sur la page du petit paquet, tu as juste dit « fac, c'est ça ». Donc, tu sais, j'avais de la misère à savoir c'était quoi ton opinion par rapport à ça. C'est ce que je voulais laisser là. Je vais être le premier à mouiller. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hot. Là. En fait, j'aurais aimé ça que le mardi à SmackDown, il y ait déjà une deuxième vignette et non pas qu'ils refassent jouer la même. Ça, oui. Cela dit, je trouve ça cool parce que, tu sais, on a longtemps dit pendant la fin, mettons, là, de la dernière run de Bray Wyatt que son personnage était dû pour une mise à jour. Et là, c'est le fun parce qu'ils vont pas comme complètement changer son personnage. C'est pas comme Isaac Yankem qui devient Kane. On rajoute une nouvelle couche. On assume le fait qu'il était entièrement Bray Wyatt. Puis je trouve qu'il y a bien du potentiel. Là. Juste un petit détail, là, les deux gants, là, le gant Heel puis le gant Hurt. Là, dans sa promo, il écoute le gant Hurt, il sort une chainsaw qui pète son ancienne image. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler quand il va écouter le gant Heel. Le gant Heel. En tout cas, je trouve que c'est vraiment cool. Parce que là, si je me trompe pas, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand il s'est fait pitcher dans le lac de réincarnation de Matt Hardy. Fait que là, il nous revient réincarné. Tu peux jouer là-dessus. Écoute, quand j'ai posté la promo, ça faisait 2 fois que je l'écoutais. Là, j'ai fait, je la laisse là, puis je vais continuer à mijoter tout ça. Je l'ai réécouté 7-8 fois depuis. OK, ouais. J'étais pas capable de me faire une tête. Puis en même temps, j'ai vu des nuances, j'ai écouté un peu plus ce qu'il disait, j'ai porté attention. Puis là, après au moins 10 écoutes, j'adore ça. C'est ça, hein? Bon. Il y a des références subtiles. Les deux gants, c'est un lien avec Night of the Hunter dans le temps. Tout est profond, puis Bray est bon pour ajouter des couches, parce que là, il retourne à des nuances du temps de la NXT. Le personnage de Bray Wyatt NXT, c'était pas un cult leader, c'était juste un gars qui avait un crew, puis qui était un peu weird, un peu cool, un peu psychopathe ses bords, mais il jouait sur plein de lignes en même temps. Puis avec les années, ils l'ont tellement aligné dans le côté mystique, louche, culte, qu'il a perdu le terrain de jeu pour justement rire, avoir du fun, mais en même temps avoir l'air complètement démoniaque avec une chainsaw, de pas... de pas admettre à l'écran que ses amies poupées sont complètement terrifiantes alors qu'il est présente comme si c'était les meilleurs bodies de l'histoire. Fait que tu sais, là, t'as une petite vignette courte qui porte à confusion. Si tu l'écoutes vite, puis tu fais juste comme, OK, c'est un personnage gentil, sympathique, funny. Il t'ouvre plein de portes. Le All you have to do is let me in. Des trucs du genre, c'est clairement un double switch qui s'en vient, mais vers quoi? C'est là que je me le demande. Et autant j'adore ça, la WWE nous a montré qu'il laisse pas à Bray Wyatt la chance de développer. Autant l'idée de lui en Sister Abigail, c'était la pire de l'histoire de l'humanité, ils ont quand même coupé l'herbe sur le pied de le faire. T'sais, on n'a même pas pu voir à quel point c'était une catastrophe. Donc là, t'as cette idée-là qui pourrait être complètement folle,
Puis déjà, t'as les actionnaires de WWE qui n'aiment pas ça. Ouais, j'ai vu ça un matin. T'as peut-être du backlash qui pourrait venir parce que c'est pas clair. Il n'y a clairement pas de paramètres établis. Donc, pour un auditoire plus large, quand tu sais pas ce que tu te fais présenter, souvent, c'est déstabilisant. Donc, j'ai déjà peur qu'il l'oblige à choisir comme... Il faut que tu sois vraiment méchant ou vraiment gentil, mais tu peux pas jouer entre les deux. Mankind, c'était déstabilisant. C'est des grandes gimmicks. Mais ils l'ont aligné aussi. Comme Mankind était trop déstabilisant, à un moment donné, il faut que tu prennes un chemin. Là. Donc, mais là, pour l'instant, on a comme tous les chemins sont possibles, puis il est en forme. Bray Wyatt, slim, sérieusement, ça y va bien, la future paternité et tout. Il est vraiment en shape. Puis il a l'air motivé. Comme si toutes ces idées-là arrivent à quelque chose, c'est parce que probablement que c'est assis avec un writer, puis il a fait hey, ça pourrait être le fun, ça pourrait être le fun. Les petits flashs, justement, le gant, la chainsaw, tu sais. C'est-tu là ou tu l'as pas? Tu peux pas donner ces cartes-là à, mettons, justement, Cesaro, dire hey, devient l'animateur d'une émission pour enfants, puis met des nuances, ça va être une catastrophe. C'est parce que Bray Wyatt a ce charisme-là pour nous emmener dans une ride qu'on connaît pas. Mais je te dirais que c'est la meilleure affaire qu'ils ont faite cette semaine. De loin, là. Ça a beaucoup de potentiel, et ils vont se planter avec. Probablement. Je pense que c'est ça qui est... C'est plate parce que lui... le concept d'utiliser l'émission pour enfants, puis d'y aller dans un peu épeurant, un peu awkward, moi, ça m'a amené ça à... checker d'autres affaires du genre, puis vous irez voir Don't Hug Me, I'm Scared. C'est 6 vidéos sur YouTube de entre 5 et 10 minutes chaque. Là. Ben, ça me faisait penser à le poste de TV Adult Swim. Je sais pas à quel point vous connaissez ça, mais pendant la nuit, souvent, là, ils vont comme mettre des affaires vraiment weird. Il y avait eu Too Many Cooks, notamment. Là, c'est un générique d'ouverture d'émission sitcom familiale qui dure une demi-heure. Puis comme plus il y a des personnages qui arrivent, il y a comme une histoire de tueur en série qui se met dans ça. C'est vraiment hot. Puis il y a comme quelque chose de drôle, mais de vraiment inquiétant. Puis je trouvais que dans la production, la facture visuelle, on était vraiment dans le Adult Swim. Juste dernier détail que je voudrais ajouter par rapport à Bray Wyatt, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est de voir que c'est pas une idée de dernière minute parce que, bon, j'ai vu ça sur Reddit, mais c'est ça sur le tweet, ça fait quoi? Quasiment un an là, que Bray Wyatt est plus là. Puis sur son Twitter, mettons 6 mois. Mettons 6 mois. Et sur son Twitter, c'est pas passé grand-chose, mais de temps en temps, il y avait comme des messages un petit peu mystérieux qui étaient comme des espèces de rapports de psychologues, genre le patient réagit mal à telle affaire. Puis dans sa promo, justement, il disait j'ai payé, j'ai été puni brutalement pour avoir été méchant par le passé. Puis là, tu vois que ça le rend mal. Donc, je pense que justement, il va finir par son ancien côté méchant va finir par ressortir parce que sa thérapie de reconversion n'aura pas tout à fait fonctionné. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de potentiel. Moi, j'ai le même hype que quand ils l'ont appelé la première fois de la NXT, ils roulaient des vignettes du genre avec des chaises berçantes qui bercent tout seul, puis tout ça. Puis, tu sais, on avait juste on savait ce qu'il avait fait NXT, le gars qui chante des chansons un peu creepy, puis tout ça, mais on savait pas qu'est-ce qu'il allait faire avec WWE. Je suis exactement revenu là. Fait qu'on parle de 6 ans, là, à peu près 5-6 ans de Bray Wyatt. Je me rappelle le début de Bray Wyatt. Puis j'étais sur YouTube, puis je regardais en loop, puis je revenais sur ces affaires de FCW là, pour voir, OK, ils vont peut-être faire un peu de ça. Puis là, c'est là qu'on parlait des liens avec Cape Fear, puis des affaires comme ça. Tu sais, il a ce background-là de culture pop puis de cinéma. Ils l'ont pas utilisé à l'époque. Ils vont-tu le réutiliser là? Je sais pas. Tu sais, là, c'est pas Cape Fear. Moi, j'ai vu Night of the Hunter. Tu sais, j'ai un petit hype, là. Fait que j'ai peur que ça soit scrappé en dedans de 2 semaines, mais pour l'instant... probablement. C'est comme un nouveau flirt. Tu sais, t'as le printemps... C'est l'histoire de ta vie amoureuse. Juste des nouveaux flirts. C'est comme juste, ah man, ça va être vraiment awesome, puis après 2 semaines, ça chie. C'est chier, ça. C'est chiant parce que c'est vrai. Mais c'est chiant. Puis un petit dernier shout-out au A de la foule quand tu présentes le buzzard. Je trouvais ça drôle. Là, la poupée, là, je me souviens plus comment elle s'appelle, là, mais chose de doll, Abby, c'est comme... C'est Abigail. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, ce poupée-là, vierge? Semble-t-il que c'est Tom Savini, une espèce de légende là, des films mexicains et des effets spéciaux qui est derrière ces marionnettes-là. Donc, c'est affaire de street cred. Très grand gars de FX, de films d'horreur, de zombies et autres, Tom Savini. Si on revient faire un petit tour du côté de SmackDown, Becky Two Belts va devenir Becky Two Fights à Money in the Bank parce qu'elle va défendre la ceinture de Raw contre Lacey Evans, la ceinture de SmackDown contre Charlotte. Puis, tu sais, c'est là qu'on est rendu avec Becky. Là, t'es un des morceaux prenants de la WWE. Ben, tu sais, c'est...
Là, t'en as besoin que t'as 2 belts, faut que tu te battes 2 fois au pay-per-view. C'est correct. une bonne idée. Ils ont pas unifié. Fait que comme Seth Rollins, quand il était champion US puis champion mondial, faut que tu les défendes. Et ça te donne une belle porte de sortie aussi pour en enlever une à Becky. Perdre une des deux, laquelle? Moi, je pense que Charlotte reprend le titre de SmackDown plus tôt que tard parce que là, c'est presque annoncé que c'est des rumeurs que Becky va être à Raw. Ah, OK. Donc, tu veux la libérer de SmackDown au plus rapidement puis installer les rivalités Charlotte Bayley, Charlotte Amber Moon, des trucs du genre. Je pense même que ça va se faire là. J'avoue que logiquement, si on regarde la composition du roster féminin de Raw versus SmackDown, Raw est clairement en déficit. Ben, là, ça, donc, là. ils ont vraiment plus besoin de Becky que SmackDown en a besoin. Donc, regarde, on va le savoir à Night of Champions, pas Night of Champions, Money in the Bank, si c'est tout de suite qu'ils vont les splitter. Sinon, c'est le prochain pay-per-view qui ne sera pas Backlash parce que Backlash a été reporté. Donc, qui va être quelque chose au mois de juillet, je sais pas. Là. Ils ont l'événement en Arabie en juin, mais il n'y a pas d'autres pay-per-view de confirmé avant juillet. Puis d'habitude, juillet était rendu à Great Night Balls of Fire. Je sais pas pourquoi ils l'ont Moi, pas j'avais ramené. aimé ça, Ah oui. Great Balls of Fire. On a eu du fun. Ça me rappelle notre premier été. C'est ça. Donc, tu sais, Becky Two Belts, elle a le droit de dire Two Belts. À cette heure, ils ont enlevé le moratoire sur le mot Belts, ce qui était niaiseux. Fait que laissez-le donc avoir du fun vierge. Puis Lacey Evans, sérieusement, elle a un combat de championnat déjà, puis toujours pas investi. Là. Ben, moi, m'en sac pas mal, là. on dirait que ça a fini par... Moi, j'ai trouvé ça efficace lundi. C'est là. ça. Durant tous les derniers mois, on faisait juste des allers-retours. C'était dur de s'investir, mais maintenant qu'on lui permet de prendre un peu plus de place, j'avoue que j'aime ça. J'aime le personnage. C'est un détail, là, mais elle fait le lady, puis que son coup de poing s'appelle The Woman's Right. Je trouve ça cool. Là. Ça, c'est J'aime drôle. le double sens. Donc, je pense qu'il y a quand même le potentiel que, semble-t-il, tout le monde en compagnie voyait. Je commence à le voir dans les dernières Moi, semaines. je pense que le segment était extrêmement efficace lundi. Des deux bords, Becky a bien défendu ses points aussi, mais Lacey Evans, ça a bien paru. Puis moi, je suis fine, là, whatever. Là. Puis, sinon, ça qui va être d'autre ça. à qui d'autre à Non, Raw, là, ça va t'sais. être correct 2-3 mois, puis elle va redescendre après pour apprendre. En 1996, il y a vraiment quelque chose qui a brisé dans la tête de Vince McMahon. Puis quand tu es un top face, il faut que tu te battes contre la figure d'autorité de ton show. Ça fait que là, Roman Shane, dans les prochains... ben, premièrement, il va passer par Elias comme Bouche-Trou là, en attendant, là, mais on se dirige vers ça clairement à SmackDown, là, le début d'un autre angle, Roman contre l'autorité. C'est ça. Bien, on dirait aussi que ça va être l'occasion pour Elias de, disons, monter les échelons. Là. Pendant Raw, il faisait juste des segments chantés, puis c'était tout, mais il luttait jamais. Là, j'ai l'impression qu'on le prépare pour être un des méchants principaux de SmackDown, mais il va quand même demeurer le stooge de Shane, là, visiblement. C'est ce qui était un peu plate, mais ça a l'air qu'ils sont high dessus, puis c'est vrai, il y a tout le package, il y a le physique, il y a le charisme. Même dans le ring, c'est efficace, c'est juste qu'il ne lutte pas souvent. Sauf que là, c'est ça, tu deviens le second violon de Shane pendant X nombre de semaines / mois. J'espère qu'ils étireront pas ça jusqu'à SummerSlam. Je vais me tanner bien avant ça. C'est correct là, qu'ils fassent un Roman Reigns, Shane McMahon. Mais si c'est le plan jusqu'à SummerSlam pour un blow-off, ça va être longtemps, cette affaire-là. Non, c'est clair. Puis là, fait que là, on a l'organigramme. Là. Kevin Owens devient champion de SmackDown dans les prochains mois. Roman Reigns bat Shane McMahon. Puis Roman Reigns s'en va battre KO pour le championnat du monde quelque part avant la fin de l'année. Là. On a le plan pour SmackDown. Là. On pense pareil. C'est juste qu'on se fait des petits détours pour pas remettre Roman Reigns tout de suite dans la chaise du conducteur. Mais c'est inévitable que... Probablement même que pour la rentrée de SmackDown, s'il n'est pas champion du monde à Fox, il est in the hunt. C'est ça. Puis ça va peut-être même se faire à Fox pour faire un statement que hey, c'est ici que les Big Boys viennent jouer puis on a un nouveau champion du monde. Donc Roman Reigns, gars, c'est correct. On voulait qu'il revienne en santé et tout ça. Forcément, il allait revenir au sommet. Là. Il allait pas juste être en attendant que Seth Rollins trébuche. Là. On l'a envoyé à SmackDown pour dominer. Faut qu'il passe par Shane. S'il pourrait l'écarter une couple d'années après, ça ferait pas mon mal. J'ai rien contre Shane, mais il faut plus qu'il lutte. Là. Je suis juste tanné. Oui, il y a des moments marquants dans la carrière de Shane, mais ça commence à faire longtemps que j'ai pas été excité par une rivalité l'incluant. Tu sais, on a eu le retirement de Kurt Angle à WrestleMania. Shane McMahon, un de ses meilleurs moments en carrière, c'est un combat contre Kurt Angle en 2002. Là. Ça commence à dater, il commence à être gris pas mal, le Shane, puis il vire violette quand il lutte. Là. Ton corps te parle, chef, là, comme arrête. Là. C'est la même couleur que toi quand tu montes des marches. Exactement. Moi, je monte 2 paliers d'escalier, j'ai l'air de Shane McMahon après 5 minutes. Luke Harper n'a pas reçu le release qu'il avait demandé, puis là, on peut même s'attendre à
peut-être à ce qu'il freeze un peu son contrat, là, comme il avait fait dans le cas de Neville. Ouais, ben puis, là, le message que la WWE envoie, c'est comme OK, vous voulez mettre ça public puis tout ça, ben fine, on va pas vous rendre service. On va juste vous mettre ça à la tablette. Luke Harper en est un. Sacha Banks, c'est l'autre nom qui circule. Sacha est encore à la maison présentement. Ouais. Ils ont dit va réfléchir. C'est comme une punition, va dans le coin. Alors que contrairement à Goldust, qui lui, on n'a pas parlé, il y a juste comme, il y avait des rumeurs comme quoi c'était fini avec la WWE, il n'a pas commenté, puis là, ça s'est fait dans les règles de l'art. C'est ça, Dustin, son contrat s'est terminé, puis là, il a été annoncé comme l'adversaire de Cody à Double or Nothing. Donc les frères Runnels vont pouvoir s'affronter dans un match qui risque d'être intéressant. La dernière fois qu'ils ont voulu le faire à WWE, ils ont comme lâché en plein milieu de l'histoire. Dans le texte Stardust et Goldust. Là, ça va être vraiment autre chose dans l'extérieur du giron de la WWE. Puis ça risque d'être un fight. C'est ça risque d'être décloisonné aussi. Fait qu'ils vont sûrement avoir du fun. Allez voir sur Twitter de Dustin Runnels, l'ancien Goldust. Il a enterré le personnage, il l'a mis dans un petit coffre, puis c'est fini. Puis le monde embarque. Il y a un gros following là-dessus. Fait on s'entend, ce sera pas le combat de l'année 5 étoiles avec des moves incroyables. Il commence à être vieux aussi. Ouais, il approche la cinquantaine où il l'a eu déjà. Donc c'est pas mal la fin pour Dustin Runnels, mais si tu y vas dans le plaisir et dans le cinématographique un peu, tu peux construire les deux frères, tu peux construire le legacy. Puis, tu sais, Cody se met pas au centre de l'histoire du premier gala de AEW. Ça va être un des happenings, mais c'est pas le main event. Parce qu'il y a tellement déjà de là. gros fights qu'ils peuvent se permettre. Ça s'en vient, là. Double or Nothing, c'est le 25 mai. Là. On est à un mois de ce premier gros événement-là. On va vous en reparler, mais... Puis, soyez pas surpris que c'est là qu'ils vont annoncer s'ils vont à la télé ou pas. Je pense qu'ils se gardent des munitions pour rattirer le monde. Mais tu sais, il y a déjà un deuxième gala prévu plus tard, que Kenny Omega a un combat confirmé. Les Young Bucks risquent d'avoir les Super Smash Bros. Qu'on vous a parlé la semaine passée. Donc, tu sais, ils vont de l'avant, puis ils sont un compétiteur, sans dire sérieux, ils sont un compétiteur présent. Si tu disais que Raw tourne autour de 2 millions de codes d'écoute, je veux dire, les Young Bucks, ils étaient à Triple A, je pense, en fin de semaine, la Fédération mexicaine, ils sont allés chercher 5,5 millions. Donc, il y a quand même du star power du côté de cette autre fédération-là. C'est le match le plus vu de l'histoire de la fédération. C'est sûr qu'il y a un spotlight sur tout ce que ces gars-là font. Puis il y a plein de moves encore qui vont rajouter tout ça, parce que là, il faut en parler. En fin de semaine, dans un show de... La fédération s'appelle MKE. Je ne suis pas vraiment familier. C'est une petite fédération qui a été fondée par Silas Young, la ROH, entre autres. Moi, j'ai tous les t-shirts de cette fédération. Exactement. Puis là, il y avait un affrontement entre Derek St. Holmes et Ace Steel. Puis il y a un lutteur masqué d'un hoodie avec un masque qui s'est pointé, qui a fait un go-to-sleep à Derek St. Holmes, puis qui est reparti. Là, on a vu après ça des photos qui ont été postées la veille. CM Punk était sur place, prenait des photos avec les fans, avec le hoodie, le même hoodie qui a été utilisé dans le run-in. Des sources assez crédibles dans le milieu disent que c'était Punk. Ace Steel, c'était un ancien coach à lui, quelqu'un de qui il était très proche. Khan en a parlé. Le target numéro 1 avant Jericho, c'était CM Punk. S'ils veulent, on l'attendait à Chicago, à All In, il n'était pas là. Mais là, il y a de l'argent, beaucoup plus d'argent en arrière de toute la patente. Puis j'ai l'impression que si CM Punk est pour faire un retour à la lutte professionnelle, c'est maintenant ou jamais. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on a entendu aussi que c'est pas la première fois que Punk fait ça. Sauf que c'est la première fois qu'ils le font avec des clins d'œil sur les médias sociaux. Silas Young a tweeté souvent « Some Punk interrupted our show », blablabla. Là, il y a le clin d'œil qui est embarqué. Punk a répondu à des questions par rapport à ça, ce qu'il ne faisait pas d'habitude. Il ignore les questions, il parle de hockey, il parle de whatever. Il ne parle pas de lutte. Là, il a parlé de lutte. Et ce qui est un peu radioactif, c'est que là, il continue d'avoir du venin contre Colt Cabana, notamment la poursuite puis tout ça. Et la communauté de la lutte est pas tant du bord à CM Punk. À v'là 5 ans, on aurait eu cette discussion-là, puis tout le monde aurait été pro-Punk, comme Bring Back Punk, on part une révolution, puis fuck la E. Sauf que là, CM Punk, son aventure de UFC, la poursuite avec Colt Cabana, il y a une grosse portion de l'auditoire qui a un peu comme... déchanté par rapport à Punk, puis qui se sont rendus compte que, le gars, il était bon dans le ring, mais c'est peut-être un asshole, finalement. Donc, ça veut pas dire qu'il fera pas un retour à cause de ça, sauf que là, il y a un climat un peu plus nucléaire.
Et pour les cannes, il y a une offre clairement qui est sur la table. On le sait pas, on n'a pas les chiffres, mais c'est sûr qu'il y a eu un talk de « Hey, si tu viens, il y a au moins 7 chiffres sur le chèque. » Mais est-ce que ça serait le bon move? Punk entre dans la quarantaine. L'aventure UFC, c'est clairement fini. Là. Il est encore sous contrat, mais il n'y a pas de combat de prévu. Il est 0-2. Il n'y a pas de raison de poursuivre cette avenue-là, à part pour son ego puis le fun qu'il y en a. On ne sait pas à quel point il y a du plaisir à s'entraîner à MMA. Ça, tu sais, il va se retourner dans les ligues mineures et tout ça. Maintenant, il paye de sa poche là, pour s'entraîner. Il n'y a pas il n'y a plus de commanditaires, il n'y a pas de gros combats. À un moment donné, l'argent, c'est pas éternel. Oui, il a sûrement fait une belle galette dans le temps de la E avec les commandites et tout ça. Mais ça fait quand même 6-7 ans qu'il n'est plus dans le spotlight, CM Punk. Donc, même avec quelques contrats lucratifs de télé puis de UFC, tu as 40 ans, ça se peut que tu aies besoin de faire un autre move d'argent. Donc, il y aurait peut-être une motivation. Tu sais, les astres ont l'air de s'enligner pour un retour de CM Punk. Mais quel impact il y aurait dans une compagnie qui commence avec des gars qui l'ont tous dépassé. Kenny Omega est une bigger star que CM Punk est présentement. Les Bucks aussi. Cody s'est construit un personnage puis un aura que, tu sais, Cody du temps de Stardust, non, pas du tout. Cody actuel a dépassé CM Punk probablement dans l'impact puis sur la lutte indie. Oui, mais tu l'as dit, je pense que la graine est plantée dans tout ce que tu as dit parce que Punk pourrait se pointer comme l'anti-élite. Ah oui, il pourrait être n'importe quoi. Pourrait être le méchant, entre guillemets, qui fait comme vous avez rien fait, moi je suis une vraie star. Ah oui, il pourrait être de l'autre bord, à l'envers. Puis que tout le monde soit contre CM Punk, ça se peut. S'il veut faire un retour en tant que heel, il a bien placé ses pions dans sa vraie vie il dans les dernières années. Face. Il y aurait un pop, là, mais CM Punk ne peut pas arriver à All Elite et être le bigger guy. Là. Il va arriver comme l'ancien champion du monde de la WWE, genre de corporate. C'est ça qui est rendu. C'est plus le darling de la ROH qui faisait des combats d'une heure. Là. C'est l'ancien gars de la I qui s'est mis du monde à dos, qui a eu des avocats pour bullier Colt Cabana. T'as pas le choix d'embrasser ce personnage-là. Mais écoute, j'ai beaucoup aimé Punk à l'époque. J'ai de la difficulté à dire que je veux pas le revoir, mais j'ai peut-être déchanté moi-même un peu par rapport à Punk, sauf que c'est clair qu'il y a un buzz. Tu pop Punk à Double or Nothing, peu importe le rôle, on ne parle que de ça le lendemain. En terminant, un beau petit événement au Unity samedi sur la AWS, entre autres les gars d'LAX qui sont là pour affronter TDT. Je me souviens jamais de leurs deux noms, je me souviens juste des premiers LAX, mais les nouveaux LAX, Latin American Exchange, anciens champions par équipe TNA, qui ont une belle run indie. J'ai écouté leur combat du WrestleMania Weekend en fin de semaine justement, puis les gars, ils travaillent bien. Je les connaissais moins que Hernandez puis Homicide. Donc, je suis pas familier tant que ça avec ces deux-là de LAX. Là, ils affrontent TDT en main event au Club Unity. Donc, si vous voulez avoir un barnbuster, comme on dit dans le jargon, ça va être le fun. Sinon, petite carte avec des nouveaux visages qu'on voit moins. La première défense de Benjamin Toll contre le Green Phantom. C'est le nouveau champion IWS. Première défense de Kevin Blanchard. Deuxième défense. Il l'a défendu à WrestleMania. Mais là, il la défend au Québec contre Jonathan Rookin, si ma mémoire est bonne, de l'Ontario, qu'on voit pas beaucoup à Montréal, mais il est cool, Jonathan Rookin, il est le fun d'avoir allé. Donc, ce genre de carte que vous allez moins voir, tu sais, comme Box est blessé, des visages un peu moins familiers de la AWS, fait que ça va faire du bien. Un petit peu de changement, puis ils vont être gonflés à bloc, là, comme Manny est motivé, il a renouvelé son année à RDS, il a signé d'autres ententes, il y a des nouveaux commanditaires, ça va bien, là, tu vois qu'il y a du swag un peu. Ils ont eu récemment leur propre WrestleMania au MTLUS, donc c'est normal de repartir des nouvelles histoires, c'est comme, on suit la même logique que dans les autres fédérations. Ouais, donc petit show à AWS, on retourne au Unity. Club Unity samedi. Donc, c'est là qu'on est rendu. S'il y a une chose qui nous a manqué la semaine dernière, à part Mathieu, son charisme et tout ça, c'est l'apport de la minute culturelle. C'est la chose dont on me parle le plus dans la rue. Bourrasque n'est pas très culturel. On attend. Puis je comprends pas que tu te fasses encore surprendre par ça. Non, mais en une semaine, j'ai eu le temps d'oublier. En fait, essentiellement, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine, c'est j'ai poursuivi les documentaires de Viceland. J'ai oublié comment ça s'appelle, le nom, The Dark Side of the Ring. Side of Wrestling. Of the Ring, je pense que c'est ça. Il y a eu notamment la semaine dernière l'épisode sur le Montreal Screwjob, évidemment, en tant que
fan de lutte à la base, mais d'autant plus en tant que Québécois, il y a quelque chose de fascinant dans la mythologie. Puis l'épisode est très bien fait. Une espèce d'échange assez surprenant entre Jim Cornette et Vince Russo. Ouais, c'est la première fois de ma vie que je prends pour Jim Cornette. Ouais, c'est ça. D'habitude, il m'énerve comme ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, il a l'air du gars rationnel à côté de Vince Russo. Ce qui est juste étrange. L'épisode sur Bruiser Brody est de la bombe. C'est vraiment une histoire fascinante si vous la connaissez pas. Puis il n'est pas encore disponible en ligne, là, mais un des prochains, c'est sur la famille Von Erich. OK. Là, on parle de la lutte des années 70-80 au Texas, là, mais si vous ne connaissez pas l'histoire des Von Erich, ça, c'est fascinant. c'est absolument à voir. Écoute, je pense que c'est la famille la plus endeuillée de l'histoire de l'humanité. Il y a des morts, des tragédies, des bad luck. Il y en a un qui se fait amputer. Il leur est tout arrivé, puis c'était comme... c'était un peu les Hearts du Texas. Là. Il était plein de frères et sœurs, cousins et cousines, puis c'était une dynastie. Une chier de bad luck pour les Von Erich. Puis il y a un épisode, je pense que c'est le prochain qui va être diffusé. Ça a l'air c'est le meilleur de la série. Okay. Avec raison, il aurait pu faire un film de 4 heures avec ça, là, tellement que c'est fou. Puis c'est un côté de la lutte qu'on connaît moins, c'est le territorial des années 70-80. Puis tu sais, c'est pas une légende urbaine. Il y a vraiment un des Von Erich qui a lutté avec un pied amputé, puis il mettait des bas dans sa botte, puis il se tapait. Puis c'est comme, ça va passer, ça va bien aller. Puis il a fait une couple d'années, là. Il a pas arrêté de lutter, il a juste essayé de continuer avec un mognon, là. Puis c'est ça, c'est le genre d'affaires que tu découvres dans ces histoires-là qui ont pas d'allure, là. C'est l'affaire au Canada, il faut faire preuve d'un peu de contorsion et d'inventivité pour être en mesure de voir Viceland. Ben moi, le site marche bien, sauf qu'il y a 800 pubs quand tu l'écoutes, c'est vraiment fatigant. Il y a un bloc pub aux 10 minutes, puis il t'enroule 4, puis des fois, c'est 4 fois la même. Wow. Il y a une pub de Martin Brodeur pour Enterprise là, qui loue des chars, puis c'est comme, hey, si je t'aboute, je vais pas louer un char, j'ai le goût de faire un accident, là, comme arrêtez de me bombarder. Merci Stéphane d'avoir fait ma minute culturelle à ma place. J'ai pas préparé cette minute. T'avais juste écouté aux jours de la lutte. C'est ça, même. Difficile, hein? Il y en a beaucoup de la lutte. Merci d'avoir été là, les gars, cette semaine, et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, on veut savoir votre opinion, Chachou ou Bourrasque. Ouais. C'est là, que ça se passe. Faudrait que tu fasses sa sur la page Facebook, exprimez-vous. On veut savoir qui devrait être réellement cette troisième chaise. Ouais. On veut Chachou. On garde nos Chachou. Merci tout le monde. Ciao.